Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Cette guerre ne concerne pas seulement l'Iran, Israël ou Washington. Elle montre comment un président qui promettait de mettre fin aux guerres sans fin à peu être marché tout droit vers l'une d'elles, alors que l'économie, le pétrole, les armes et l'équilibre mondial du pouvoir sont tous suspendus au bord du précipice. Mon argument est que l'administration Trump a été entraînée dans cette guerre par Israël et son lobby. Il me semble très clair qu'Israël essaie depuis longtemps de pousser les États-Unis vers une guerre contre l'Iran. Israël a exprimé ses intérêts de façon parfaitement claire. C'est particulièrement vrai du Premier ministre Netanyahou, qui a été un ardent défenseur de l'idée d'aspirer les Américains dans cette guerre. Il n'avait pas réussi à le faire jusqu'à l'arrivée du président Trump. Pour un mouvement qui se vend comme l'Amérique d'abord, le volant semble avoir été distribué assez généreusement. Si l'on écoute le président Trump et ses conseillers, l'influence israélienne et l'influence du lobby sur le président Trump ont été énormes. En fait, le secrétaire d'État Rubio a effectivement dit, comme l'a aussi fait le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, que les États-Unis étaient entrés en guerre parce que Israël les y avait entraînés. Une critique possible de cet argument est qu'il surestime l'influence d'Israël sur les États-Unis tout en sous-estimant les intérêts et la puissance propre des États-Unis, notamment la domination militaire dans la région, l'accès aux réserves de gaz et les routes énergétiques. Les États-Unis étaient aussi actifs au Moyen-Orient bien avant que le lobby israélien ne devienne influent dans la politique américaine. Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis s'intéressent profondément au Moyen-Orient depuis longtemps, même avant la création de l'État d'Israël en 1948. La principale raison était le pétrole. Mais les États-Unis ne font pas la guerre à l'Iran à cause du pétrole. Ils ne participent pas au génocide contre les Palestiniens à cause du pétrole. Cela se fait en grande partie en raison de l'influence d'Israël aux États-Unis, influence qui est largement liée au lobby israélien. La question que je pose est la suivante. Si les États-Unis avaient un intérêt national à soutenir les politiques israéliennes à l'égard des Palestiniens, de l'Iran, de l'Irak, et ainsi de suite, pourquoi auraient-ils besoin d'un lobby? Pourquoi auraient-ils besoin de ce lobby qui, selon presque tous les observateurs, est de loin le lobby le plus puissant de l'histoire des États-Unis? Pourquoi ce lobby serait-il nécessaire si Israël faisait essentiellement ce que l'Amérique veut? Le fait est que ce lobby, incroyablement puissant, existe parce qu'il n'est pas dans l'intérêt national américain de soutenir Israël dans toutes sortes d'entreprises. Il ne fait aucun doute que les États-Unis et Israël ont parfois des intérêts similaires. Les États-Unis comme Israël ont un intérêt évident à empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sur toutes sortes d'enjeux comme la question palestinienne et celle d'une attaque contre l'Iran, l'intérêt national américain est en contradiction avec l'intérêt national israélien. L'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis. Il ne l'est tout simplement pas. La prochaine question est de savoir à quoi ressemblera la relation entre les États-Unis et Israël à l'avenir, surtout lorsqu'il s'agira de mettre fin à cette guerre. Il me semble très clair que les États-Unis ne gagneront pas cette guerre, qu'ils ne provoqueront pas de changement de régime et que, au contraire, ils pousseront l'Iran plus loin sur la voie de l'acquisition d'une arme nucléaire. Les États-Unis pourraient même se retrouver dans une situation pire après cette guerre qu'ils ne le sont maintenant. Ce résultat va mettre les Israéliens en colère. Les Israéliens voudront s'en prendre de nouveau à l'Iran et les États-Unis ne voudront pas recommencer. On peut donc imaginer un scénario dans lequel les relations entre les États-Unis et Israël se détérioreraient sérieusement à la fin de ce conflit. Je ne peux pas dire avec certitude que cela arrivera. Personne ne sait vraiment comment cette guerre prendra fin. Mais vu la direction que prennent les choses, on peut raconter une histoire dans laquelle les Israéliens et les Américains finissent en profond désaccord à la fin du conflit. C'est la partie gênante du plan parfait. Il commence avec des slogans applaudis et se termine avec des alliés qui se disputent la facture. Les États-Unis n'atteindront pas leurs objectifs dans cette guerre. Le problème est que les véritables objectifs changent constamment. L'objectif est-il le recul du programme nucléaire? Est-ce un changement de régime? Est-ce la domination régionale? Le récit que présente l'administration n'est pas cohérent, parce qu'il passe sans cesse d'une justification à une autre. Quand l'objectif change chaque fois qu'un micro s'allume, la stratégie commence à ressembler moins à du commandement qu'à de l'improvisation devant des drapeaux. Mais l'objectif principal ici, à coup sûr, est le changement de régime. S'il n'y a pas de changement de régime, si les États-Unis ne mettent pas en place un régime soumis aux États-Unis et aux Israéliens, alors ils ne peuvent pas amener l'Iran à renoncer à sa capacité d'enrichissement nucléaire. Ils ne peuvent pas amener l'Iran à renoncer à ses missiles balistiques. Et ils ne peuvent pas amener l'Iran à cesser de soutenir les Houthis, le Hamas et le Hezbollah.
Pour atteindre ces objectifs précis, les États-Unis ont besoin d'un nouveau régime qui coopérera avec les États-Unis et Israël. L'administration pensait pouvoir atteindre ce but, c'est à dire le changement de régime, en décapitant le régime dès le début du conflit. Elle a décapité le régime et le régime est resté intact. Maintenant, elle punit la population iranienne. Elle frappe toutes sortes de cibles à travers l'Iran. La question est de savoir si cette campagne de punition actuellement en place va produire un changement de régime. L'histoire nous montre très clairement qu'une campagne de punition menée uniquement par la puissance aérienne n'a jamais réussi à provoquer un changement de régime. Il n'y a aucune raison de penser que les États-Unis obtiendront un changement de régime dans ce cas-ci avec la seule puissance aérienne. Il leur faudrait déployer des troupes au sol, comme ils l'ont fait en Irak, s'ils voulaient un changement de régime. Et ils ne vont pas envoyer de troupes au sol. Je ne vois donc pas comment les États-Unis pourraient finir par gagner cette guerre. Je ne vois personne capable de raconter une histoire plausible expliquant comment ils pourraient obtenir un changement de régime favorable. Les frappes aériennes seules ne mèneront pas les États-Unis jusque-là. Une invasion terrestre massive n'est pas une option réaliste. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a refusé d'exclure la possibilité d'une conscription militaire si la guerre s'intensifie, mais je ne vois pas du tout cela se produire. Les États-Unis ont fait l'Afghanistan, ils ont fait l'Irak. Ces guerres se sont transformées en guerres sans fin. La population américaine n'a aucun intérêt pour une nouvelle guerre terrestre. Il est important de se rappeler que lorsque le président Trump a lancé cette guerre le 28 février, seulement 20% des Américains étaient favorables à la guerre. C'est le premier exemple de l'histoire américaine où un président entraîne le pays dans une guerre sans avoir l'opinion publique derrière lui. L'idée selon laquelle, après l'Irak et l'Afghanistan, les États-Unis vont envahir un pays comme l'Iran, qui est aussi grand que l'Europe occidentale et compte 93 millions d'habitants, puis occuper ce pays, provoquer un changement de régime et mener une opération d'ingénierie sociale ne se réalisera pas, à mon avis. Il s'avère que « plus jamais de guerre sans fin » devient un slogan plus difficile à tenir lorsque la prochaine conférence de presse a besoin d'une formule plus musclée. Le président Donald Trump a fait campagne contre les guerres sans fin, mais il a récemment affirmé que les États-Unis pourraient faire des guerres, je cite, « pour toujours », parce que les stocks d'armes américains seraient pratiquement illimités. Plus tard, il a laissé entendre que la guerre était très complète, presque une autre citation directe. Ces signaux contradictoires ne rendent pas une guerre sans fin faisable. Avant le début de la guerre, le général Kane, que le président Trump avait choisi personnellement pour présider l'état-major interarmé, lui avait dit que les États-Unis n'avaient pas d'option militaire viable en Iran. C'était le président de l'état-major interarmé qui lui disait que si les États-Unis menaient une longue guerre en Iran, ils seraient en grande difficulté parce qu'ils n'avaient pas les stocks d'armes nécessaires. Ils n'avaient pas assez d'armes sophistiquées, défensives et offensives, pour mener une longue guerre. L'argument selon lequel les États-Unis disposent d'un approvisionnement illimité en armes qui leur permettrait de mener une guerre prolongée contre l'Iran contredit. Donc ce qu'a dit le président de l'état-major interarmé. De plus, si l'on regarde la guerre en Ukraine, l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis se sont tellement inquiétés d'envoyer d'énormes quantités d'armes à l'Ukraine est qu'ils réduisaient leurs propres stocks à des niveaux dangereux. Pour pousser cette réflexion plus loin, il faut regarder le Pacifique. Presque tous ceux qui ont étudié à quoi ressemblerait une guerre entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan comprennent qu'après environ 30 jours, les États-Unis seraient en grande partie à court de munitions sophistiquées. L'idée selon laquelle les États-Unis disposent de cet inventaire illimité d'armes sophistiquées qu'ils peuvent utiliser contre l'Iran est donc tout simplement fausse. Apparemment, des armes illimitées sonnent mieux à la télévision que dans une véritable feuille d'inventaire du Pentagone. La guerre contre l'Iran a déjà des répercussions mondiales sur l'économie, sur la diplomatie et sur les affaires militaires. Pour des pays comme la Russie et la Chine, les autres grandes puissances non occidentales, ce moment politique est très important. Si l'on prend les Russes, cette guerre est une bonne nouvelle. En raison de la crise pétrolière, les Russes améliorent considérablement leur situation en matière de vente de pétrole. Ils vendent plus de pétrole que jamais, et ils vendent ce pétrole à un prix plus élevé. L'idée selon laquelle les États-Unis vont écraser l'économie russe avec des sanctions tombe donc essentiellement à l'eau à cause de cette guerre. En réalité, les Russes ont intérêt à voir cette guerre se poursuivre et les prix du pétrole augmenter. Ils en bénéficient. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, ce conflit risque de limiter fortement la quantité d'armes américaines pouvant être envoyées à l'Ukraine, ce qui favorise encore une fois les Russes. Les Russes apparaissent donc comme des gagnants dans ce conflit. Je pense que la même chose est vraie pour les Chinois. Cela augmentera l'influence chinoise au Moyen-Orient.
Cela augmentera l'influence chinoise dans le monde. Ils auront l'air d'un régime stable et raisonnable comparé à l'administration Trump. Donc, pour ces deux pays, les deux autres grandes puissances du système, cette guerre est une bonne chose. Les Iraniens ont beaucoup de cartes à jouer ici. Il ne s'agit pas seulement pour eux de pouvoir fermer le détroit d'Ormuz. S'ils utilisent le Yémen pour fermer la mer Rouge, alors, avec l'Arabie Saoudite, ils peuvent couper l'accès. S'ils détruisent les usines de dessalement, il n'y a plus d'eau. S'ils frappent les champs énergétiques, il n'y a plus d'énergie. Et dans des endroits comme le Qatar, où 85 à 90% de la population est composée d'étrangers, ces étrangers commenceraient à partir et il ne resterait plus qu'un désert, ce qui correspond à l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Cet état est donc probablement l'un des pays les plus vulnérables au monde. On aurait pu penser que cela aurait été pris en compte avant d'entrer dans cette guerre, parce que les Iraniens avaient été très clairs sur ce qu'ils pouvaient faire et sur ce qu'ils feraient probablement. Trump a dit en substance qui aurait pu imaginer qu'il frapperait des bases américaines dans la région, mais les Iraniens répétaient que c'est ce qu'ils allaient faire. Ils allaient fermer le détroit d'Ormuz. Ils allaient attaquer les bases américaines. Même maintenant, en Irak, je ne suis pas certain qu'il reste des Américains, mais les Européens sont presque tous partis. Donc, après 23 ans, les Iraniens semblent capables, au moins jusqu'à maintenant, d'atteindre certains des objectifs qu'ils s'étaient fixés. C'est une forme étrange de surprise lorsque l'autre camp fait exactement ce qu'il avait annoncé à répétition. En Ukraine, un règlement politique est peu probable parce que les différentes parties sont trop éloignées les unes des autres. Il n'y a rien sur quoi s'entendre. Dans ce cas-ci, même si la demande de capitulation totale et inconditionnelle de Trump n'est que sa position de départ, les Iraniens ont aussi leurs propres conditions et cela rend très difficile, même pour Trump, de proclamer la victoire et de rentrer à la maison. La question est de savoir s'il existe une solution à cette guerre et si Trump peut vraiment rentrer à la maison. Le problème est double. Premièrement, les deux camps sont à des kilomètres l'un de l'autre sur le plan de leurs revendications. Il n'y a pas d'espace de négociation ici. C'est le même argument qui s'applique aux Ukrainiens et à l'Occident d'un côté et aux Russes de l'autre. Il n'y a tout simplement pas d'espace de négociation. Les demandes de chaque camp sont tellement incompatibles avec celles de l'autre qu'il est difficile de voir comment un accord pourrait être conclu. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que si l'on joue la main de l'Iran, on n'a aucun intérêt à conclure un accord. L'Iran dispose maintenant d'un énorme levier. Pour les raisons déjà décrites, plus la guerre dure, plus l'Iran a de levier. Plus la guerre dure, plus le président Trump deviendra désespéré. Le Titanic se dirige vers l'iceberg. Il faut commencer à changer de cap maintenant. Autrement, il va frapper l'iceberg. Voilà où en sont les choses. Il suffit de regarder les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans, que beaucoup de gens considèrent comme étant dans une zone dangereuse et dans une situation où les choses ne feront qu'empirer. C'est potentiellement désastreux. Il faut faire quelque chose pour régler ce problème. C'est pourquoi le président Trump a dit lundi qu'il n'allait pas attaquer l'Iran ce soir-là. Il avait promis qu'il attaquerait lundi soir. Je pense que c'était le 23 mars. Le matin du 23 mars, il a annulé. Il a dit « je vais lui donner 5 jours », puis il a dit « maintenant je vais leur donner 10 jours ». Le compte à rebours change sans cesse, ce qui est pratique quand l'horloge sert surtout d'accessoire de campagne. Ce qui se passe ici, c'est qu'il serait suicidaire pour le président Trump de lancer une attaque totale contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Ce serait insensé. Les États-Unis ont un intérêt profond à s'assurer qu'il y ait autant de pétrole iranien que possible sur les marchés mondiaux. Il y a aussi tout ce discours sur la possibilité pour les États-Unis de conquérir l'île de Karg, avec des gens qui disent que 90% du pétrole iranien passe par l'île de Karg et que les États-Unis peuvent la conquérir. Je ne pense pas que les États-Unis puissent la conquérir, mais même s'ils le faisaient, que feraient-ils? Conquérir l'île de Karg et couper le flux de pétrole vers les marchés mondiaux? Ils ne vont pas faire cela. Lorsque le président Trump a dit que les États-Unis avaient bombardé l'île de Karg, il a souligné très clairement qu'il n'avait frappé que des cibles militaires. Il l'a fait parce qu'il comprend encore une fois que le monde a besoin du pétrole iranien et du pétrole russe. Il a besoin de tout le pétrole qu'il peut obtenir sur les marchés mondiaux. Regardez ce qui se passe dans le détroit. Environ 20% du pétrole mondial passe par le détroit. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui passe par le détroit a été réduit à environ 5% de ce que c'était avant le 28 février. Pensez-y. 20% du pétrole mondial passe par le détroit, et nous ne parlons même pas ici des engrais, qui représentent un autre énorme problème. Il ne s'agit ici que du pétrole. À l'heure actuelle, seulement 5% de ce qui passait par le détroit, le 27 février, passe maintenant par le détroit. C'est un énorme problème. Cela nous montre que les États-Unis ne peuvent pas s'en prendre au pétrole iranien et détruire les infrastructures énergétiques de l'Iran. Cela signifie que les Iraniens ont un énorme levier sur les États-Unis. Plus cela dure,
plus les conséquences deviennent graves. Il y a des conséquences pour l'approvisionnement alimentaire mondial si ces engrais ne passent pas par le détroit. Il y a des conséquences liées au fait que seulement 5% du flux d'avant-guerre des pétroliers dans le détroit circule maintenant. Le potentiel de désastre est énorme. Les Iraniens ont intérêt à faire durer les choses parce que plus ils les font durer, plus le président Trump devient désespéré. Et plus le président Trump devient désespéré, plus ils ont de levier. Ce qui finira vraiment par pousser le président Trump à céder de façon majeure, c'est lorsqu'il comprendra que s'il ne change pas de cap, le Titanic va frapper l'iceberg. La pression est déjà là. C'est pourquoi je crois qu'il n'a pas attaqué ce lundi-là, qu'il leur a donné 5 jours de plus et qu'il leur a maintenant donné 10 jours de plus. Et que se passera-t-il à la fin de ces 10 jours si les Iraniens ne cèdent pas à son plan pré-Postero en 15 points? Va-t-il bombarder l'Iran? Va-t-il bombarder ses infrastructures énergétiques? Je ne le pense pas. Il n'a aucune option ici. La question de savoir comment les États-Unis se sont retrouvés dans cette situation et comment ils se sont laissés placer dans une position aussi vulnérable revient à un point fondamental. Ils pensaient remporter une victoire rapide et décisive. J'ai beaucoup étudié l'histoire militaire. On voit cela dans de nombreux cas. Les pays entrent en guerre parce qu'ils sont optimistes quant à leurs chances. C'est logique. On ne part pas en guerre si l'on pense que l'on va perdre. Le président Trump n'est pas entré en guerre en pensant qu'il se retrouverait dans la situation où il se trouve maintenant. Il est entré en guerre en pensant qu'il allait refaire une opération à la Venezuela, flotter comme un papillon, piquer comme une abeille, faire tomber les Iraniens, proclamer la victoire et organiser un défilé à New York ou quelque chose du genre. C'est ce qu'il pensait. Mais une fois que cela ne se produit pas et que l'on se retrouve dans une guerre d'usure, on est en grande difficulté. Et les États-Unis sont particulièrement en difficulté dans ce cas-ci parce que les Iraniens détiennent beaucoup de cartes. Le scénario de la victoire rapide sonne toujours plus proprement avant que la réalité obtienne un rôle parlant. Les États-Unis veulent maintenant un accord. Trump veut un accord, mais il veut un accord selon ses conditions. Et il ne peut pas obtenir un accord selon ses conditions. Les Iraniens ont intérêt à laisser la situation se poursuivre et, à un moment donné plus tard, lorsqu'ils auront beaucoup plus de leviers qu'ils n'en ont maintenant, à essayer de négocier un accord qui leur sera favorable. Il est important de comprendre que le temps joue en faveur de l'Iran. Si l'on regarde la dimension militaire, les Iraniens peuvent continuer à produire des drones très bon marché. Ils sont faciles à fabriquer, ils sont peu coûteux. Le potentiel industriel peut rester en place. Ces drones de 5 000 $ sont lancés et les États-Unis doivent utiliser des missiles intercepteurs d'1 million de dollars. L'Iran peut donc continuer à produire des drones pendant que les États-Unis réduisent leur propre potentiel. Le temps joue en faveur de l'Iran. Sur le plan économique, l'Iran gagne en fait plus d'argent maintenant que les prix augmentent, tandis que les États-Unis se dirigent vers un endroit très sombre et dangereux. Si l'on conseillait les Iraniens, on leur dirait qu'ils ne sont pas pressés de régler cela, surtout quand ce sont les accords ou les conditions qui sont mis sur la table. Lorsque Trump a lancé ce compte à rebours, d'abord 48 heures et 5 jours, puis 10 jours, cela ressemblait à ce qu'il avait fait avec les Russes. Il avait aussi fixé, je crois, 50 jours, puis son échéance était descendue à 12 jours. Lorsque le compte à rebours a pris fin, la Russie devait être frappée par les sanctions les plus sévères jamais vues. Mais quand l'horloge est finalement arrivée à 0, il a appelé Poutine, et ils ont accepté de se rencontrer en Alaska. Toute l'affaire a été repoussée. La question est de savoir si quelque chose de semblable peut se produire ici. La différence, c'est que les Russes voulaient vraiment un accord. Pour les Iraniens, on ne voit pas clairement ce que Trump peut réellement offrir. S'ils tiennent d'Ormuz, ils peuvent essentiellement installer un poste de péage. Ils peuvent obtenir des réparations des États du Golfe pour cette attaque. Ils peuvent exiger que les États du Golfe expulsent les bases américaines, dont beaucoup ont déjà été détruites. Ils peuvent même les pousser à abandonner le dollar dans leur commerce de l'énergie, ce qui lie financièrement les États-Unis à la région. Ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent par des moyens militaires, ce qui signifie que Trump doit vraiment avoir autre chose à offrir s'il veut les amener à la table. À ce stade, la vérité est que Trump devra faire des concessions majeures aux Iraniens. Lorsqu'il fera ces concessions majeures, il sera clair que les Iraniens auront remporté une victoire nette. Ce sera une défaite humiliante pour les États-Unis. S'il veut mettre fin à cette guerre, étant donné ce qui se passe lorsqu'on monte l'échelle de l'escalade, et étant donné qu'il n'existe pas de stratégie de sortie facile ici, il n'a vraiment pas d'autre choix, au bout du compte, que de céder à la plupart des demandes de l'Iran et d'accepter une défaite humiliante. Ce n'est pas exactement le genre de manchette de grand négociateur conçu pour un podium aux lettres dorées. Ce sera extrêmement difficile à faire. Ce sera extrêmement difficile en partie à cause d'Israël. Les Israéliens ne voudront pas que les États-Unis fassent des concessions. Les Israéliens voudront que les États-Unis poursuivent la guerre.
Mais je pense que ce sera un cas où les États-Unis seront tellement désespérés d'éviter une catastrophe mondiale que Trump ignorera les Israéliens et fera ce qu'il doit faire. Il se peut qu'il ne le fasse pas. Il peut estimer qu'il ne peut tout simplement pas faire les concessions nécessaires, que les demandes iraniennes sont trop outrageuses. Et ces demandes iraniennes seraient difficiles à avaler pour n'importe qui. N'importe qui à la Maison-Blanche, que ce soit le président Trump, le président George H.W. Bush, Ronald Reagan ou Franklin D. Roosevelt, trouverait les demandes des Iraniens vraiment étonnantes. Même en accepter seulement 75% ou même 50% serait très difficile. C'est l'énorme problème auquel Trump est confronté. On peut imaginer qu'il refuse un accord et pense pouvoir tenir le coup. Le résultat final serait que les États-Unis tomberaient essentiellement d'une falaise sur le plan économique. Je pense que beaucoup de gens ne voient pas cela comme une possibilité sérieuse à ce moment-ci, mais si l'on regarde attentivement des journaux comme le Financial Times et le Wall Street Journal, surtout leur section économique, et les articles portant sur l'économie, les engrais, l'alimentation, et ainsi de suite, on voit que le monde pourrait très facilement tomber d'une falaise ici. C'est une situation grave, et on ne sait pas clairement ce que fera le président Trump. Quand on étudie l'histoire internationale, il y a une poignée de cas qui se démarquent, dans lesquels les décideurs se retrouvent dans des situations désespérées. Lorsque les décideurs se retrouvent dans des situations désespérées, ils lancent parfois les dés. Ils font des choses qui mènent à la catastrophe. Mon exemple préféré ici est le processus décisionnel japonais qui a mené à Pearl Harbor. Les États-Unis étranglaient économiquement le Japon entre l'été 1940 et Pearl Harbor, qui a eu lieu le 7 décembre 1941. Les États-Unis ont vraiment commencé à serrer l'étau à partir du 25 juillet 1941. C'était peu après l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht, et les États-Unis exerçaient alors une pression très forte sur le Japon. Les Japonais étaient désespérés parce qu'ils dépendaient fortement des États-Unis. Ils dépendaient remarquablement des États-Unis pour le pétrole, la ferraille et l'acier de récupération. Les États-Unis leur avaient essentiellement rendu impossible l'importation de ces biens. Ils avaient gelé leurs actifs économiques, et les Japonais étaient désespérés. Ils comprenaient parfaitement que l'attaque contre les États-Unis à Pearl Harbor risquait de se terminer en catastrophe. Il est très important de comprendre cela. Les Japonais savaient qu'ils attaquaient Godzilla et que cela risquait de finir en désastre, mais ils l'ont fait quand même parce qu'ils étaient désespérés. Lorsque le niveau de désespoir atteint un certain point, les États, les pays et les dirigeants font parfois des choses remarquablement imprudentes qui entraînent des conséquences catastrophiques. C'est bien sûr ce qui est arrivé avec les Japonais. La question est donc de savoir ce que fera le président Trump à mesure que son niveau de désespoir augmentera. On aperçoit parfois des signes de son désespoir lorsqu'on observe son langage corporel et qu'on écoute ce qu'il dit au sujet de la guerre contre l'Iran. Il comprend parfaitement qu'il est en grande difficulté. Je suis certain que ses conseillers lui disent que si les États-Unis ne mettent pas fin à cette affaire, il pourrait tomber d'une falaise. Ses conseillers, surtout ses conseillers économiques, ne sont pas des idiots. Ils comprennent ce qui se passe. Ils cherchent une bretelle de sortie, et ils n'en trouvent pas. La bretelle de sortie est difficile à trouver quand la carte a été dessinée pendant un discours de campagne. Ils comprennent parfaitement que les Iraniens jouent dur avec eux. Ils comprennent parfaitement que les Iraniens ont de puissantes cartes à jouer. Derrière les portes closes, le niveau de désespoir augmente sûrement chaque jour. Ils cherchent une solution. Mais où est la solution? Où est la stratégie de sortie? Un certain nombre de personnes soutiennent que ce que le président Trump devrait faire, c'est proclamer la victoire et partir. Il ne peut pas faire cela. Qui va croire qu'il a remporté une victoire? De plus, l'autre camp a son mot à dire dans cette affaire et l'autre camp ne va pas abandonner. Les Iraniens vont continuer à mettre de la pression sur les États-Unis et ils vont continuer à mettre de la pression sur Israël, même si les États-Unis disent qu'ils ont gagné. Ils veulent que les États-Unis quittent complètement le Moyen-Orient. C'est vraiment remarquable. L'une de leurs demandes est simplement que les États-Unis rentrent chez eux. Le président Trump va-t-il proclamer la victoire et rentrer à la maison? Je ne le pense pas. Il peut proclamer la victoire, mais il va rester là militairement. Être que les États-Unis n'emploieront pas la force militaire contre l'Iran, mais ils seront toujours là et les Iraniens continueront à les attaquer. Donc, proclamer la victoire et partir, pour ainsi dire, ne mène les États-Unis nulle part. Proclamer la victoire est plus facile que de convaincre les missiles, les marchés et les adversaires de jouer le jeu. Trump doit trouver un moyen de mettre fin à cette affaire. Cela signifie parvenir à une sorte de modus vivendi avec l'Iran. Le problème est de savoir comment cela peut se produire. Cela nous ramène à la question précédente du plan en 15 points de Trump et des diverses demandes présentées par les Iraniens. La question fondamentale est de savoir comment trouver un espace de négociation dans tout cela. Et encore une fois, je ne vois pas comment cela pourrait se faire.
C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.